Bonjour à tous nos chers auditeurs et auditrices et bienvenue à un nouvel épisode de La face cachée de l'uniforme, le balado qui vous dévoile l'univers fascinant des sciences infirmières. Nous découvrirons la profession sous toutes ses coutures car, bien que tous les infirmiers et infirmières endossent l'uniforme, tous et toutes ne font pas la même chose. Mon nom est Audrey B. Fortier et je serai votre animatrice tout au long de cet épisode durant lequel nous allons parler des sciences infirmières dans le Grand Nord. En effet, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'une étudiante qui a réalisé son stage en avril 2024 dans le village Cri de Chisasibi à la baie James. Sans plus tarder, je vous présente Luna Munoz. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, Audrey, merci. Ça n'a pas été trop difficile se rendre ici? J'ai mal lu la carte que tu m'as envoyée. Je suis partie au pavillon Marie-Victorin à la place. Mais en plus, il y a la construction. C'était pas facile de se rendre, mais je suis arrivée à GADSA finalement. Donc, ça va très bien. Mais tu as réussi à te rendre à plusieurs endroits, hein? Parce que, comme je viens de le dire en introduction, tu t'es rendu dans le Grand Nord. Donc, je serais curieuse de savoir dans un premier temps, comment est-ce que cette aventure-là a pris forme? Comment est-ce que tu t'es rendu dans un stage au Grand Nord? Parfait. Donc, ça s'est tout passé grâce à l'UDM. Donc, pour notre dernier stage dans le baccalauréat en sciences infirmières, nous avons la chance de faire un stage dans n'importe quel milieu. Donc, ça comprend toutes les CIEUS et spécialités à Montréal, mais aussi des stages à l'étranger et un stage en région éloignée. Donc, le processus a commencé à la session d'automne, donc une session avant, et nous avons été invités à participer à une journée d'accueil ici à Montréal, organisée par le Cree Health Board. Donc là, on a pu voir un petit peu c'est comment que ça se déroule dans leur système de santé, qui est différent de celui ici à Montréal. Et nous avons eu la chance de discuter avec des infirmières qui travaillent déjà sur le milieu pour qu'elles nous parlent un petit peu de leurs conseils. Est-ce qu'elles suggèrent que c'est mieux d'aller dans un petit village? Comment sont leurs expériences? Et ça nous a juste permis de mieux comprendre c'est quoi aller au Nord. Okay. Et est-ce que ça nous intéressait vraiment? Grâce à cette rencontre, après, l'UDM nous a convoqués à faire une lettre de motivation pour montrer notre intérêt à aller au Grand Nord. Donc, moi, ça m'intéresse parce que dans mon baccalauréat, j'ai aussi un cours dans lequel on a parlé de sécurisation culturelle. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment passionnée. Moi, je suis immigrante de Colombie. Okay. Donc, je connaissais pas nécessairement tout le contexte qu'est-ce qui s'était passé avec les Autochtones. Et donc, avoir ce cours, ça m'a permis vraiment de comprendre leur réalité et de m'intéresser à ce concept de sécurisation culturelle qui n'est pas seulement pour les Autochtones, mais en fait, ça devrait être pour tout le monde. OK. Et l'équité de soins, ça devrait être pour tout le monde. Donc, en fait, on parle en sciences infirmières beaucoup d'équité de soins. Puis ça veut dire que, en fait, la santé, ça devrait pas être nécessairement pareil pour tout le monde, mais il devrait avoir la même opportunité. Donc, on parle d'équité et non d'égalité en santé. OK, donc c'est plus avoir un résultat égal quant à la qualité des soins plutôt que le même traitement pour tous. Exactement. Donc, quelqu'un qui est défavorisé aurait peut-être besoin de plus de services ou de plus de facilité à avoir les soins que quelqu'un qui est peut-être plus de privilèges ou plus de facilité à se rendre ou dans leur territoire, il y a plus de services. OK, donc de ce que je comprends, vous étiez quand même bien encadré. Là. On ne vous a pas lancé dans le Grand Nord comme ça. Non, mais ça, c'était juste un cours qu'on avait parce que quand on travaille en sciences infirmières, c'est quelque chose qu'on va côtoyer. Donc, ils voulaient nous introduire ce sujet et moi, ça m'a particulièrement touchée. Donc, j'avais essayé d'avoir des expériences avec les Autochtones dans d'autres milieux et j'avais pas eu le succès. Donc, quand l'UDM a proposé ce stage, mais je me suis dit, c'est ma chance, je vais appliquer. Donc, j'ai fait ma lettre de motivation et j'ai passé une entrevue avec 2 conseillères chargées de sciences infirmières à l'UDM. Et ça s'est très bien passé parce que je pense qu'on était peut-être une vingtaine à appliquer, puis c'est juste moi et Isabella qui avons eu la chance de partir à Chisasibi. Ça a duré combien de temps déjà, ce stage-là? C'est un stage intégrateur de 30 jours. Donc, on a eu, je pense, à peu près 2 mois pour réaliser les 30 journées de stage. Wow! Mais on a fini comme beaucoup plus tôt. Je pense qu'à peu près en 40 jours, on a fait 30 jours de travail. On travaille beaucoup, mais c'était très, très, très fun. Ça, je n'en doute pas du tout. Fait que là, t'as fait tout ton processus, t'es prête, t'es avec ta collègue Isabella, vous êtes dans l'avion, vous vous rendez dans le Grand Nord. C'est quoi tes premières impressions quand tu arrives sur place? De quoi a l'air le village, l'endroit, ton milieu de stage? C'est quoi, là, qui... En fait, je pense qu'il faut commencer par parler de le départ à Montréal. OK. Parce qu'on ne parle pas de l'aéroport Trudeau en tant que tel. On parle d'un petit side door, comme avec quasiment le cargo. Puis tu arrives, puis l'aéroport, c'est comme une salle d'attente.
OK. Puis il y a juste des gens, tout le monde a comme plein de bagages, tout le monde veut apporter plus de choses qu'on a le droit. Puis là, on commence à stresser, genre, est-ce qu'on a le droit d'apporter? Parce qu'avec Isabella, on s'est planifié, on va apporter tellement de nourriture parce que là-bas, il n'y aura rien. Il n'y a pas de nourriture, tout est hyper cher. On va s'apporter une valise complète de juste nourriture. Donc là, on arrive, puis en plus, c'est un tout petit avion, à peu près 15 passagers. Puis moi, j'avais jamais entendu un avion faire autant de bruit. Fait que là, Ouais, déjà, c'est ça que les hélices sur les côtés. c'est ça. Fait que là, tu penses déjà, mon avion va tomber. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Puis là, c'est un vol de 3 heures. Là, on commence à descendre, puis il n'y a rien, il n'y a pas de building, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ouais, ça, on est dans le Grand Nord. Là. Puis on atterrit, puis il n'y a rien. En plus, on a eu la mauvaise chance qu'on est arrivé, puis nos bagages ne sont pas arrivés. Ils étaient où? Je pense qu'ils étaient à Val-d'Or. Wow, OK. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient à Val-d'Or, parce qu'on a pris un avion direct. Ouais, je comprends pas Ou comment ils étaient à ont Montréal. pris- Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais chacune, on a eu une valise qui est arrivée. Avec Isabella, c'est sa valise de nourriture qui est arrivée. Donc, elle avait juste de la nourriture puis rien d'autre. Au moins, elle avait de la nourriture, c'est bien. Ouais, puis moi, j'avais juste des vêtements, mais pas de nourriture. Fait que c'était comme Vous étiez complémentaires. meant to be, c'est ça. Fait qu'on arrive, puis on a eu une conseillère en soins infirmiers qui nous a accueillis à l'aéroport. Elle nous a pris avec elle. Elle nous a fait un petit tour à voiture. Nous, on est partis fin mars à Montréal. C'était la fin de l'hiver. Ouais. Puis là, on se replonge dans l'hiver. Il y a encore des montagnes de neige. On a dû prendre nos gros manteaux d'hiver. Ouais. C'était un petit village et elle nous a expliqué, en fait, chez Sassibi, c'est le kilomètre 0 de la route de Québec. Fait qu'on est au plus au nord qu'on peut se rendre en voiture quand on Ok. arrive à l'aéroport. On a vu un petit peu le village. C'est quand même... je pense qu'il y a 3 sorties pour rentrer, puis c'est tout. Il y a des grosses écoles. On Ok. était surprises. Elles sont toutes rénovées, puis c'est vraiment... Ça démontre à quel point la population là-bas, c'est plus jeune, Mhm. parce que c'est 2 grosses écoles, donc une école primaire et une école secondaire, Ok. qui est très, très, très grand, puis beaucoup plus grand que l'hôpital. OK. Fait que là, Doris nous dépose à la maison, puis elle nous dit « Ah, OK, on commence l'orientation tout de suite. » Donc, c'était une grosse journée. On a pu voir l'hôpital. Je pense que je me rappelle rien de cette journée parce que j'étais tellement fatiguée. Mais on a pu faire connaissance avec les gens. Tout le monde était très accueillant. Puis le lendemain, on a commencé notre stage. OK. Fait que c'était un entrée assez stimulant où Ouais. vous avez tout découvert en même temps. Tout découvert en même temps. On a vu la ville, on a vu l'hôpital, on a vu notre nouvelle maison. Puis à 7 heures du soir, on s'endort. On recommence demain matin au travail. Donc là, on arrive dans l'hôpital. De ce que j'ai compris, c'est bien ton lieu de stage. Oui. Et là, est-ce que tu pourrais... Je sais que, bon, dans la profession infirmière, toutes les journées sont différentes, mais est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de journée type? C'était quoi ton rôle durant ton stage? Parfait. Donc, à l'hôpital chez Sassibi, nous, on était aux urgences, mais c'est pas comme des urgences à Montréal. Donc, ici, les urgences, c'est vraiment des soins aigus, genre, t'as un problème très, très urgent, tu vas aux urgences. Tandis que là-bas, c'est comme, oui, mais en même temps, c'est un petit peu une clinique. OK. Donc, des fois, c'est des problèmes pas si graves et ils vont quand même venir aux urgences parce qu'il n'y a pas trop d'attente. Fait ils ne voient pas pourquoi tu ne pourrais pas venir là. OK, OK. Ils ont quand même des cliniques, mais ils viennent aux urgences, puis ça ne dérange pas parce qu'il n'y a pas trop... C'est pas encombré comme à Montréal. C'est pas engorgé. Là. C'est ça. Donc, une journée normale, c'est différent de jour à jour parce qu'ils font pas de... Moi et ma préceptrice, on faisait pas un horaire fixe. Donc, j'étais pas toujours de jour, de soir ou de nuit. On était en rotation. Donc, mais généralement, ce qu'on faisait, c'est on arrive et on prend le rapport. Les patients là-bas, c'est pas tes patients à toi. C'est tout le monde peut prendre tous les patients. Donc, si tu vois qu'il y a quelque chose à faire, tu vas pas attendre que la personne qui le voyait avant le fasse. Tu vas prendre le patient, tu vas faire les tâches. Mhm. Donc, là-bas, on fait le triage et on traite les patients. Donc, c'était généralement ça. On arrive, on voit qu'est-ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'il y a des gens qui attendent le triage? On va faire le triage. Est-ce qu'il y a des prescriptions du médecin qui doivent être élevées? On va les relever. Est-ce qu'il y a une pompe qui sonne, quelque chose? On fait juste comme commencer tout de suite. On n'attend pas. Ici, je trouve que c'est plus je m'assois, je lis mon dossier, etc. Là-bas, c'est je reçois mon rapport, je fais quelque chose. OK, donc on est plus dans l'action. Ouais. OK. On parle aussi beaucoup dans le Grand Nord comme quoi la pratique infirmière, son rôle est beaucoup plus élargi. Donc, est-ce que tu dirais que ta pratique a été très différente là-bas par rapport à Montréal? C'est vrai qu'on parle d'infirmières en région éloignée, mais ça, c'est beaucoup plus en clinique. Donc, nous, on était dans le village le plus grand du territoire. Et donc,
on était dans un hôpital et pas une clinique. Donc, on n'était pas infirmière à rôle élargi. Donc, ma préceptrice n'était pas infirmière à rôle élargi. Ça, c'est beaucoup plus dans les petits villages où il n'y a pas d'hôpital. Mais quand même, les infirmières avaient beaucoup plus d'autonomie parce qu'il y a beaucoup plus de protocoles dans l'hôpital que les infirmières peuvent actionner sans avoir à passer par un médecin avant. Donc, on pouvait faire... commencer des soins sans nécessairement voir le médecin avant, mais on les tenait quand même informés. Donc, à ce niveau-là, oui, il y avait beaucoup plus d'autonomie. Et aussi, vu que quand les patients sont instables, ils doivent se faire envoyer à Val-d'Or ou à Montréal pour les soins. Bien, il faut les stabiliser. Donc, les urgences, c'est en même temps la clinique, mais en même temps, c'est comme des soins intensifs. Donc, comme un gros rôle, et ouais, c'est différent. L'autre chose aussi que je me demande, tu sais, là, tu disais tout à l'heure dans votre processus de préparation, je dirais, avant votre stage, vous avez eu une rencontre, à propos des différences culturelles. Comment est-ce que ces différences culturelles-là se sont matérialisées durant ton stage? C'était quoi les particularités? Je sais que tu t'avais mentionné que certains Autochtones ne parlaient pas anglais, donc il y avait la barrière linguistique qui jouait là-dedans, donc... Comment ça se matérialisait, tout ça? Donc, la plus grande barrière, en fait, c'est la barrière linguistique. Des fois, on avait des patients qui ne parlaient pas anglais. Là-bas, ils ne parlent pas vraiment français du tout. Donc, c'était difficile à communiquer. Il fallait demander à la famille de participer ou demander à quelqu'un qui travaille à l'hôpital de faire la traduction, ce qui posait des fois un problème de confidentialité parce que... nous, les infirmières, on est régis par le secret de confidentialité, les médecins aussi, mais pas tous les travailleurs de l'hôpital vont avoir ce privilège-là. Mais donc, on se posait toujours des questions, mais il faut avoir un moyen de communiquer avec le patient. Donc, c'est ça ce qu'on faisait. On avait aussi des infirmières qui sont CRI. Donc, elles n'avaient pas du tout cette barrière-là. Et ça facilite aussi le lien de confiance avec les patients. Ils se connaissent et aussi... Les infirmières avec qui on a travaillé, Isabella et moi, ça faisait des années qu'ils étaient là, dans la communauté. Elles étaient vraiment intégrées. Et donc, ils avaient aussi un lien de confiance beaucoup plus prononcé avec les patients. Donc, même si elle avait une barrière de communication avec les patients, il y avait quand même une proximité parce que, c'est la coach de l'équipe de patinage. Je l'ai vue dans la communauté. Comme je la connais un petit peu plus. Mais Isabelle et moi, on vient d'arriver. Ils ne savent pas on est qui. Donc, il y avait un petit peu plus cette barrière. Mais je suis sûre si on serait resté plus longtemps, ces barrières, je pense qu'elles commencent progressivement à tomber. Même si on n'apprend pas nécessairement la langue, les infirmières avec qui on était, elles savent des petits mots, elles savent comment se débrouiller. Et oui, il y a la barrière, mais il y a des moyens de surpasser cette barrière. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments aussi qui étaient à prendre en compte quand tu parles de sécurisation culturelle? Est-ce qu'il y avait une façon différente que vous abordiez le patient pendant que vous étiez avec eux? Pas nécessairement. Il faut juste laisser tomber les préjugés et les stéréotypes et juste vraiment être présent parce que j'ai l'impression une fois on est sur le territoire, en fait, c'est dur d'avoir parce que toute la clientèle que tu vois, c'est les Autochtones. Donc, tu te rends compte que finalement, c'est pas vrai ce qu'on m'a dit. C'est pas du tout ça que je vois. Donc, il faut vraiment laisser toutes les idées qu'on a comme à la porte puis juste traiter la personne comme une personne. Pas avec ses préjugés. Mais sinon, il y avait des petits trucs on a trouvé différents, dans le sens que en sciences infirmières, on nous parle toujours d'orienter le patient, donc orienter dans 3 sphères, donc le temps, l'espace et la personne. Donc, on nous enseigne de demander « c'est quoi ton prénom? C'est quoi ton nom de famille? C'est quoi la date d'aujourd'hui? » Mais là-bas, la notion du temps est un petit peu différente, dans le sens que tu peux demander « quel jour on est? » Puis ils vont pas savoir, pas nécessairement parce qu'ils sont pas orientés dans le temps, mais parce que c'est différent culturellement, leur notion de temps. C'est plus avec les saisons, etc. Ils ont d'autres référents. Exactement. Avec Isabella, on posait des questions, puis finalement, on était un petit peu freinés dans notre approche parce que, on a comme tout ce bagage théorique qu'on nous a appris, puis finalement, c'est pas nécessairement... Faut l'adapter. C'est ça. C'est pas nécessairement pour ce milieu-là, mais on a vite appris, puis...
on a adapté notre approche. Mais si je comprends bien, débrouillardise et innovation était le mot d'ordre. Oui. Fallait improviser puis quand même se rendre dans l'objectif. Et surtout en tant qu'étudiant, tu arrives puis tu n'as aucune idée qu'est-ce que tu fais. Donc, tous les jours, c'est innovation, apprentissage fois 1000. Puis, tu avais quand même ta préceptrice qui était un peu ta coach, Oui. je l'appellerais comme ça. Là. Comment est-ce que la collaboration se faisait avec les autres professionnels de la santé? Comment vous vous intégriez dans les différentes équipes qu'il y a à l'hôpital? Ça, c'est quelque chose de très différent. Donc, ici, oui, il y a beaucoup d'équipes à l'hôpital. Là-bas, pas nécessairement. Okay. Ici, on a des nutritionnistes, des ergothérapeutes, des psy. Là-bas, c'était très limité. OK. Donc, des petites équipes. Des petites équipes, même équipe, c'est beaucoup. Il y avait quelques travailleurs, il y avait toujours les médecins. Donc, grande collaboration avec les médecins. On est toujours dans la même salle, on est toujours en train de discuter sur les cas. Est-ce que tu penses que ça serait mieux si? Comment est-ce que tu voudrais approcher ça? Donc, beaucoup de collaboration, mais beaucoup de manque de services aussi. Parce que ma collègue Isabella, elle s'est intéressée beaucoup aux problèmes psychiatriques dans la communauté. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y a vraiment pas beaucoup de services, une grosse liste d'attente. Donc, on voudrait collaborer avec des professionnels, mais il n'y en a pas, ils n'ont pas nécessairement accès. Donc, c'est difficile de parler de collaboration avec des partenaires quand il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que c'était des collaborations avec petites équipes? Oui, vraiment. L'autre question que j'ai, que je me suis vraiment demandé, c'est que, bon, tu sais, la profession infirmière, c'est avant tout une profession très humaine. Vous êtes avec les gens à longueur de journée. Est-ce que, durant ton stage, il y a eu des cas qui illustrent bien les défis et les aspects gratifiants de l'exercice dans le Grand Nord? Est-ce que tu as eu un cas qui t'a marqué, qui t'a touché? Oui, en fait, c'était un beau cas, mais vraiment, vraiment triste. On a eu une patiente qui a eu le décès de son bébé pendant la grossesse. Okay. Donc, elle a dû partir dans un hôpital hors de la communauté pour accoucher, malheureusement. Et elle est revenue quelques jours plus tard et dans la communauté. Et ensuite, comme l'hôpital est si petit, ben les infirmières, elles ont plusieurs rôles. C'est pas nécessairement le rôle infirmier seulement. On était aussi dans les archives. Des fois, on devait faire le ménage. Puis à ce moment-là, il fallait aussi qu'on gère la morgue. OK. Donc, son bébé, il a été renvoyé dans la communauté en avion. Et il est arrivé à l'hôpital, puis c'est nous qui devons gérer ceci. Donc, il fallait qu'on soit prête pour accueillir la famille avec leur bébé et leur laisser le temps de faire tout ce qu'ils voulaient, leur cérémonie, mais aussi de dire au revoir, oui, leur deuil. Et donc, moi, c'est ma préceptrice et la chef d'unité qui était en train de faire les démarches. Ils m'ont dit, est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu veux venir? Et donc, j'ai pu les accompagner et accompagner aussi la famille dans cette étape. Donc, j'ai pu être présente dans leur deuil, mais aussi c'était comme une cérémonie de au revoir qu'ils ont donné à leur enfant. Ils nous ont expliqué qu'ils apportent des petits souliers pour montrer le chemin que leur enfant aurait fait, qu'il y avait des petits rituels qu'ils ont pu faire en tant que famille. On a pu assister. Ils mettaient des chansons, ils disaient au revoir. Puis à la fin, ils ont fait un cercle, la famille. Et ils passaient de main en main l'enfant pour lui dire au revoir. Et ils nous ont invités à faire partie de ce cercle et à faire aussi le au revoir à l'enfant. Et c'était très touchant d'être invité en tant que quelqu'un qui ne fait pas partie de la communauté, qui ne savait pas longtemps que j'étais là, de me permettre de les accompagner à travers ce moment difficile. Je trouvais que c'était très touchant. Et je me suis sentie émue et comme si je faisais vraiment partie de ça et j'étais là pour aider la communauté, que eux aussi sont très ouverts à ce qu'on vient. C'était une grande marque de confiance qu'ils vous ont faite. Vraiment, oui. Vous avez pu assister à un moment très vulnérable et très touchant pour eux. C'est exact. Wow, mon Dieu, je suis émue à t'écouter. Je te dirais que... Wow, OK, je suis un peu sans mots. C'est vraiment un très beau cas que tu nous racontes. Mais aussi, à d'autres moments, plusieurs fois, les patients, ils te disent merci d'être là. Il faut plus d'infirmières comme toi d'être venues ici. Puis quand on disait, il nous reste quelques jours avant de partir, ils étaient, oh non, est-ce que vous allez revenir? Ça nous a fait vraiment plaisir de vous avoir ici. Pas seulement l'équipe de soins, mais les patients, ils te disent ça. Eux-mêmes sont reconnaissants. Oui, genre, je veux revenir, je veux vous aider. Ça m'a fait trop plaisir d'être là.
En quoi est-ce que cette expérience-là a changé ta vision de la profession infirmière? Puis ça m'a montré que c'était beaucoup plus grand rôle, plus grande... j'ai beaucoup de responsabilités. Il y a une grosse autonomie qu'on peut découvrir au-delà de travailler dans un hôpital à Montréal. Et puis il y a toute une clientèle qu'on entend parler sur les médias. Oh, il y a ci qui se passe, mais finalement, on a toujours été très, très bien accueillis par la communauté. On s'est toujours senti bien. On n'a jamais eu des problèmes là-bas. Et donc, je me dis, oh, mais regarde, il y a toute cette population qui a besoin d'aide. Et il y a plein de gens qui ne viennent pas parce qu'ils ont des préjugés. Donc, j'aimerais, s'il y a un petit message qui passe, c'était une très, très belle expérience. Moi, j'étais très, très contente d'y aller. J'aimerais 100% retourner un jour. Et il faut laisser vraiment les préjugés à la porte parce que c'est vraiment pas ça que j'ai vécu là-bas. C'était une extraordinaire expérience que je ferais 1000 fois. Mais Isabella, je suis sûre aussi, elle dirait la même chose. On a passé un très beau moment. C'était incroyable. Ah ben, regarde, je suis très heureuse d'avoir pu en discuter avec toi. J'ai trouvé ça fascinant. J'aurais continué à en parler grandement. Mais bon, malheureusement, on arrive à la fin de notre épisode. Donc, je tenais à te remercier pour ton partage qui a été fort enrichissant. J'en profite également pour remercier tout spécialement ceux et celles qui nous écoutent. J'espère que vous avez apprécié la discussion autant que nous. Sur ce, n'oubliez pas que le balado est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balado Québec et évidemment sur le site web de CISM. Au plaisir de vous avoir avec nous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.